Salut la gang, Faber Glass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour mon preview de l'UFC 243 Whittaker contre Adesanya. Ça a lieu ce samedi en Australie, c'est un pay-per-view. Puis j'ai décidé de faire de quoi de nouveau pour les pay-per-view, man. Puis c'est pour ça qu'on est avec mon ami aujourd'hui, que vous avez sûrement déjà vu si vous écoutez le podcast un peu, GSP. Grégory Saint-Pierre, man. Yeah, what's up tout le monde? Bien content que tu me reçoives une deuxième fois, man. Ben, je suis vraiment content. Dans le fond, c'est pas compliqué, là. Je vais vous expliquer mon raisonnement. Greg, il a fini très haut dans le pool du Canadian Gangster podcast de notre ami Oli Aubin-Mercier. Puis je me suis dit, pour vrai, quand il y a des pay-per-view, faire ce petit show-là d'analyse et prédiction de preview comme je fais, ça pourrait être le fun de le faire avec quelqu'un d'autre, genre qui est un de mes amis, qui connaît le combat comme moi. Puis ça pourrait donner deux perspectives aux gens, tu sais, des fois que je suis juste là pis genre, non, lui, ça donne rien, puis finalement il gagne. Fait tu sais, genre, ça donne deux perspectives aux gens. Et puis je pense que ça pourrait être le fun. Donc on est là aujourd'hui pour vous présenter nos analyses et prédictions complètes pour cette carte-là de l'UFC 243. Il y a 11 combats, t'es supposé en avoir 12, mais heureusement, Holly Holm s'est blessé, donc on n'aura pas à subir son rematch contre Raquel Pennington, même s'ils disent que ça va être rebooké sur une autre carte, là, mais ça nous fera 15 minutes pour dormir sur une autre carte. Fait qu'on va commencer avec le combat principal de la soirée. On fait tout le temps ça de même, on commence par le haut puis on y va par le bas. C'est un combat absolument génial. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais écoute, probablement le title fight le plus compétitif sur papier à date en 2019, selon moi. C'est Robert Whittaker, Israel Adesanya, puis je vais te laisser aller avec ton analyse puis ton read sur ce combat-là. Ouais, comme tu dis, compétitif. Écoute, je pense que le hype alentour du combat, il est real, là. Je pense que en plus, deux gars du coin, dans un, on va se dire, le fucking gros stade, là, ça va être assez épique. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'attendait, ce combat-là. Fait qu'écoute, moi je te cacherai pas là, que j'aime beaucoup les deux fighters. Robert Whittaker, écoute, c'est quand même une bonne streak, là. Je pense qu'il est 8-0 depuis qu'il est... Non, il est 7-0 à 185, puis une victoire aussi à 170. On connaît, écoute, les gars qu'il a fait avec Yoel. C'est un bon champion. La seule affaire qui est plate de Robert Whittaker, c'est qu'on le voit pas assez souvent à mon goût. Malheureusement, là, on le sait tous, les petits problèmes là, qu'il y a eu. Je pense que là, en plus, il va être le hometown boy. Il veut pas, il va avoir, d'après moi, la foule de son côté. Écoute, solide, le gars, un bon pace. Écoute, on connaît sa dureté, là, les gars qu'il a fait contre Yoel, comme que je disais. Puis de l'autre côté, ben, t'as le Young Gun avec le hype train là, qui le suit, que je te cacherai pas, là, que j'aime bien Connor, j'aime bien Max Holloway, mais honnêtement, Adesanya, je pense qu'il y a tout pour devenir un sale champion. Les highlights, veux pas, là, quand je pense à lui, automatiquement, je sais qu'il va avoir des highlights dans le fight. On sait qu'il sort d'une très grosse guerre avec Gastelum. D'après moi, tant qu'à moi, le combat de l'année à date, peut-être égal avec Holloway Poirier, malgré que j'ai un petit penchant pour ce combat-là. Fait que si j'y vais avec mon cœur, je te dirais que j'irais avec Easy, Israel Adesanya. Mais écoute, Robert Whittaker, on s'entend, là, c'est un tank à 185. Je vois pas grand monde le passer, à part peut-être Adesanya. Fait que si j'y vais avec mon cœur, j'y vais avec Adesanya. Mais tu parlais du pool de Oli Aubin-Mercier. J'ai hâte de voir les odds, là. Mais avec ma tête, d'après moi, Whittaker va trouver le moyen là, de mettre la première défaite à Adesanya. Yes, écoute, pour ma part, dans ce combat-là, c'est le combat le plus difficile à pick sur toute la carte, là. Pas compliqué, c'est 100% ça. Et puis tabarnouche, man. Autant on a vu Robert Whittaker être excellent là, dans tous les aspects de la game. Vraiment, c'est un gars que, oui, il est réputé comme étant un striker, frappe très fort, mais il y a un asti de takedown defense. Le gars est capable de mixer un takedown s'il en a besoin. Il est complet, il est bon au sol, c'est un excellent combattant partout. Mais pour être franc avec toi, je pense que j'ai pas le choix de pick Israel Adesanya dans ce combat-là. Ah ben écoute, je comprends. Parce que, écoute, Kelvin Gastelum, ok? Est littéralement un thug. Et littéralement, selon moi,
au même niveau qu'un Robert Whittaker, au même niveau qu'un Yoel Romero. Puis tu sais, il nous l'a prouvé dans ce combat-là contre Israel Adesanya. Et la façon dont il a fight back, pis ça a jamais découragé Israel Adesanya. C'est ça qui me fait vraiment peur dans ce combat-là. Avec sa tête de poire. Exactement, c'est ça. C'est comme Israel Adesanya, il est incroyable, puis il en a mangé des claques dans ce combat-là. Puis au 5e round, on dirait quand on commençait à se dire, oh shit, il va falloir qu'Israël step up sa game d'un petit peu pour se sauver avec ce round-là et se sauver avec le combat. Ben, il a step up sa game, il a mangé les coups, il a fight back. Puis tu sais, Kelvin Gastelum est un des power punchers selon moi les plus underrated en MMA parce que tu sais il est tout petit dans sa division, c'est pas quelqu'un à qui on pense nécessairement quand on pense à un power puncher, on pense tout à Yoel Paulo Costa, Derrick Lewis, fucking Jared Cannonier, ces gars-là, mais on pense pas souvent à un Gastelum, je pense qu'il a sa place là-dedans. Puis Adesanya a mangé ses bombes en pleine gueule sans broncher ou presque. Puis son niveau de combat technique debout est absolument incroyable. Il est quelqu'un qui va pouvoir rivaliser, voire battre la majorité des meilleurs strikers dans l'UFC. On l'a vu contre Silva, même si, de un, Silva est vieux, puis de deux, clairement, ce combat-là, tu vois qu'Israël était comme un peu starstruck là, par le fait d'affronter genre son idole, puis le gars sur qui il a clairement basé beaucoup de ses choses. Tu sais, je dis pas que. C'est assez évident. Je dis pas qu'Adesanya est un counter-striker incroyable qui danse à la Anderson Silva, mais il est capable, tu sais, à cause de son niveau technique, est absolument incroyable, là, debout, d'intégrer des genres de choses comme ça dans sa game. Puis, tu le voyais contre Anderson, c'est genre, je me bats contre mon idole, je vais le battre, mais je veux pas trop y casser la gueule. Ouais, c'est vrai, pareil. C'est pas ce qui est arrivé contre Kelvin Gastelum. Puis, tu sais, au sol, ça s'est retrouvé au sol. Adesanya a failli passer un triangle à Kelvin. Ben oui. Fait qu'en tout cas, absolument incroyable, le gars. Puis je pense pour vrai que il va edge cette décision-là. Puis c'est plate pour Robert Whittaker, qui s'il n'avait pas été blessé, serait probablement en ce moment le meilleur champion middleweight depuis un méchant bout. Depuis Silva, en fait, là, littéralement. Ouais, exactement. Et puis, tu sais, parce que ce gars-là, il a battu Yoel 2 fois, mais il en aurait battu d'autres gars. Là. Il aurait battu Gastelum, d'après moi, il aurait battu pas mal de gars s'il avait eu la chance de défendre son titre souvent comme les autres champions dans l'UFC. C'est pas le cas, fait que c'est peut-être un title reign, malheureusement, qui va un peu tomber dans l'oubli là, d'ici 2-3 ans, tout dépendant de comment sa carrière va, mais je pense que c'est probablement le début d'un nouvel ère là, avec Israel Adesanya. Fait que tu vois-tu ça en décision, toi? Ouais, je vois ça en décision. Ouais. Je pense que les deux sont absolument impossibles à finir, ou presque. Je serais vraiment là, sur le cul qu'un finisse l'autre. Puis je pense que ça va principalement se passer debout. Puis je pense que ça va principalement être la technique d'Adesanya qui va finir par shine. Tu sais, dans un combat serré, ça va être dogged. Les gars vont avancer, vont se frapper très fort. Adesanya, chose que je pense pas ça va être un gros facteur dans ce combat-là, mais je tiens à le dire. D'après moi, c'est le moins bon lutteur qui est le plus difficile à takedown. Parce que ce gars-là bouge tellement bien que même s'il est pas bon. Sardine, mon gars. Non, c'est ça, même s'il est pas bon, ça en lutte, met la main dessus, genre. Quand t'auras la main dessus, ça va sûrement être facile de le takedown, mais tu seras pas capable de mettre la main dessus. Fait que. Ah, pis il est bon pour garder sa distance aussi, là. Oh, il était incroyable. Je veux dire, Whittaker, s'il est capable de. Tu sais, comme tu dis, c'est un brawler un peu, là, quand il rentre dans le pocket, là, il est solide, mais faut qu'il soit capable de le faire contre Adesanya. Puis sa force, c'est de tenir son adversaire à distance. Fait que, ouais, moi aussi, j'y vais à distance, d'après moi. Puis ça risque d'être assez épique aussi comme fight, j'ai l'impression. Yes, donc tu parlais des odds, moi j'ai bet 365, donc c'est ces odds-là que je vais vous donner, ok? Ça diffère là, sur tous les sites. Il y a un site qui s'appelle bestodds.com, me semble, qui montre genre vraiment toutes les odds là, sur tous les sites. Fait que vous irez checker ça, puis vous betterez sur qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Mais écoute, sur bet365, les odds reflètent exactement le genre de combat qu'on a. On a Robert Whittaker qui est à moins 110 et Israel Adesanya qui est à moins 110. Donc, exactement 100% égal les odds. Là, le combat est nul là, selon les... Puis 100% d'accord avec ces odds-là. Ben ouais, exactement. J'ai aucun... c'est parfait comme ça. Yes! Co-main event de la soirée maintenant. Raging Al Iaquinta, Dan Hooker. Et puis, c'est un autre très beau combat, mais j'ai l'impression que je vais peut-être y aller d'une analyse un peu simplette ici.
Bien que c'est un thème, je trouve qu'il se répète un peu sur cette carte-là. C'est pas compliqué. C'est deux bons strikers qu'on vient de voir récemment perdre contre des strikers. Donc c'est comme... C'est un peu dur d'être super high sur ces deux gars-là. Cependant, autant Raging Al est très bon, est technique, fait bien les choses. J'ai l'impression que quand il shine, c'est contre un Kevin Lee là, qui va essayer de le takedown, qui va pouvoir défendre ces takedowns-là, plugger ses strikes, décourager le gars. Puis là, quand le gars est découragé, là, il build sur son offense. Puis c'est là qu'il vient gagner ces combats-là. Contre Dan Hooker, man, on l'a vu face à notre ami Edson Barboza. Ça a été une très mauvaise soirée pour lui. Mais ça nous prouvait que ce gars-là, dans le fond, il recule pas, il avance. C'est ça qu'il fait. Puis la manière de le back-up, la manière de le décourager, c'est avec du power. Et je le sais juste pas si Al Iaquinta a le power pour back-up Dan Hooker. Je suis sûr qu'il va le toucher. Je suis sûr qu'il va genre réussir à le plugger une couple de fois solidement. Je le sais pas si ça va être assez solide pour que Dan Hooker se dise « Ouh, je sais pas si je veux rentrer tant que ça dans cette distance-là pour manger ce power-là. » Je pense pas. Fait que j'ai Dan Hooker par décision. Ouais, ben écoute, moi, je te cacherai pas, là, le combat de Hooker contre Barboza, là, on a vu que le gars, il a le cœur gros comme l'Arena, là. C'est comme tu dis, lui, il recule pas, il avance. Raging Hall, écoute, j'aime le dos. J'ai l'impression, tu parlais du combat contre Motown Phenom, là, Kevin Lee, là. J'ai l'impression que des fois, à Iaquinta, ça y prend la petite coche de trash talk, genre pour l'allumer, parce que je regardais Embed, puis tout, le gars, là, il est chill, mon gars, relax, puis no stress. Écoute, on a vu la guerre contre Cowboy Cerrone. Iaquinta, depuis ce temps-là, as-tu gagné? Non. Ah, il est 1-2 dans ses 3 derniers combats, ouais. Mais tu sais, il a quand même battu des gros noms, là, je check Masvidal, Lauzon. Ben, Lauzon. Ça reste Lauzon, Person. Masvidal du tout, hein, c'est con, là. Ouais. Mais tu check, là, tu vois un win contre Masvidal, pis là, t'es genre, oh, mon dieu, c'est huge, mais Masvidal, il y a 3 ans, c'était pas bien dur de le battre, là. C'était fuck all, Masvidal. T'avais juste à te battre pendant 15 minutes, pis t'allais assurément le battre, parce que lui, il allait te péter au premier round, pis tu dis, ah, Chris, j'ai gagné le premier round, ce gars-là, il me fait pas mal, bon, ben, je suis good, pis les co-step, il perd un nasty split decision louche. Ouais, c'est ça. Puis là, je check le dernier combat d'Hooker, il a knockout Cole, mon gars, James Vick, là, c'était assez violent comme KO. Une affaire qui arrive, là, cependant, vous entendez. Hey man, puis James Vick, là, il tombe de haut, là, d'après moi, lui, ben je pense qu'il pop de division, justement. Ouais, il monte à 170, je me rappelle plus ouais, c'est ça. Fait que non, écoute, puis avant sa loss contre Barboza, Hooker, il était quand même sur 3 win streak, là. Puis écoute, on veut pas, c'est le gars de la place. Fait que, écoute, moi, un peu comme toi, ça va être plate, là. Je vais dire la même affaire que toi, mais ça va aller à distance, ça. Les deux gars, ils ont le cœur gros comme le stade, ils vont avancer. Ça va faire mal, ils vont sortir de là poqués, mais je pense que ça va être un bon 3 rounds, là. Avec un bon pace, puis moi tout j'ai Hooker par décision là-dessus. Yes, pour ce qui en est des odds, on a Al Iaquinta qui est le underdog à plus 145, Dan Hooker est le favori à moins 165, donc un autre combat serré. Ouais, mais je suis quand même plus large que je pensais, man. Ouais, peut-être, je sais pas, moi j'ai tendance, tant que ça tombe pas là en haut de moins 200, plus 200, je suis ben correct. Ouais. Ok, do. Yes, ensuite, que dire? On tombe d'un gros monsieur, là, je pense. Ouais, tabarnouche, hein? 265 livres, c'est chez les poids lourds, Tite Wivasa affronte le prolifique Sergei Spivak. Qu'en penses-tu? Ben écoute, je te cacherai pas, il y a une couple de noms, comme je t'ai dit tantôt, là, avant qu'on aille on-cam, que, man, il a fallu que je fasse des études, là. Écoute, Sergei Spivak, ce que j'ai vu, il y a un fight à UFC, puis si je me rappelle bien, là, il s'est fait allumer ben raide par Walter Harris, là. Je me demande si c'est pas au Canada, justement, à Edmonton. Puis je te cacherai pas, le Tite Wivasa, là, moi je l'aime, là, bam bam, là, avec ses chouilles, man, d'après-combat pis tout. Mais là, il est 3-2 en UFC, il revient de 2 défaites. Écoute, ça sera pas facile, je pense, mais je te cacherai pas que j'ai un petit côté parti pris de taille, là. Le gars, il est juste trop épique, là. Le protéger à Mark Hunt. Écoute,
Ça va faire un... Je pense pas que ça va se rendre à la fin. Là. Il y en a un des deux qui va se faire allumer, d'après moi. Puis malheureusement, je pense que ça va être le Suédois Spivak qui va se faire allumer. En plus, l'autre, encore une fois, Hometown Boy. Fait que moi, j'y vais, man. KO deuxième round pour Bam Bam Tuivasa. Yes. Moi, tout, faut que je te dise, j'aime bien Tai Tuivasa pour tu sais, la personne qui est, il est drôle pis tout. Ouais. Mais tabarnak, il est poche, man. Ah ouais, Ah, c'est qu'il est poche, ok? Il est poche, man! Il est poche, il a pas de technique, il a pas de technique à Mark-on, fait juste swinger des astis de gros bungalows, pis il est gros, pis s'il te pogne, et tu vas tomber, pis il va absolument geler Sergei Spivak au premier round, là. Adam contre taille. Ouais, Adam le knock, là. Ben, c'est ce que je pense. Ben oui. Adam, il y a pas eu un très long combat là, en boxe, mais c'est boxé, tu sais, c'est se battre debout. Ouais. Commence à avoir un peu plus de diversité dans ses punchs à cause de Dimitri, Dirk, là, qui s'entraîne beaucoup avec eux, donc... Tu sais, moi, j'ai pas vraiment de doute là-dessus. Tai Tuivasa, par exemple, t'es un gros gars, man, va te refaire ça, va faire toutes les affaires que les heavyweights font, là, va te frapper très fort, va passer 2 minutes de trop dans le clinch à rien coller, va... Tu sais, typique heavyweight, Sergei Spivak, j'ai rien à dire sur lui, absolument rien. C'est un gars que j'avais dans ma liste de prospects, moi, avant d'entrer dans l'UFC. C'était à poids lourd, là, fait que, tu sais, mettons, j'ai 40 prospects, là, dans ma liste de prospects, il doit y en avoir 4 ou 5 là-dedans qui sont semi-potables. Il y en a un qui s'appelait Cyril Gann, puis l'autre s'appelle Adam Daichka, mais en tout cas, non, fait que j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je pense que Spivak va absolument se faire décoller ça au premier round parce que c'est vraiment, selon moi, probablement un des gars les plus low level sur cette carte-là. Puis on parle d'une carte là où il y a genre Kalen Potter puis des gars de même. Là. Fait que c'est vraiment pas peu dire. Pour ce qui en est des odds ici, Tai Tuivasa, le heavy favorite, moins 400. Sergei Spivak est à plus 320. C'est pas les odds les plus wide sur la carte. On va y revenir des odds les plus wide sur la carte. Là, c'est drôle que la personne qui est la plus favorite soit la personne la plus favorite. Mais bref, on va en revenir plus tard. J'ai un petit doute de c'est qui en plus. Ouais, mais vas-y donc pour le fun. Un petit doute. C'est-tu Megan Anderson? C'est vrai ça, hein? Ouais, c'est elle. On va revenir à Megan. Oh, ouais, l'excellente Megan. Donc, on est prêt à passer à l'autre combat. Écoute, encore un drôle de combat. Je pense pour vrai qu'en termes de... On va s'asseoir et on va regarder un combat. Ça va être super satisfaisant comme action. Ouais. On a Luke Jumeau qui affronte Diego Lima. Et puis, je pense que c'est à moi. Diego Lima... Il est bizarre, man. Il est bizarre. C'était comme le gars que je voyais son nom. J'étais genre, bon, that's it, est-ce que je pique contre lui? C'est évident, c'est automatique. Mais là, il était parti de l'UFC. Je pense qu'il s'était fait cut parce qu'il était comme pourri. Il y a une fiche de 1-4, quelque chose de même. T'allais faire une coupe de combat. Il est revenu dans l'UFC. Il a recommencé ses bonnes manières, c'est-à-dire perdre. Puis là, on dirait comme depuis 2-3 combats, soudainement, il s'en vient un combattant potable. Genre, pour la première fois, son Muay Thai a l'air pas pire. Il est très très grand et gigantesque, cette division-là. Fait que tu sais, il est capable de se garder à distance. T'as pas un petit hook là, qui slappe, un petit slapping hook qui fait chier, qui gosse les gars. Il a knocké de shot la prise, il a des belles performances. Son sol va toujours rester très solide. Bien meilleur grappler que son frère. On s'entend quand on parle de son frère, c'est... Le jour et la nuit, là, son frère, c'est un top 10 welterweight au monde. Ah ouais, man, pis les coups de pied, pis c'est deux catégories différentes. Là. Ah, c'est tout à fait autre, là, mais pour vrai, je pense que ça peut être assez pour battre Luke Jumeau, qui, ben sincèrement, est un journeyman, comme on en voit rarement, pis qui est à la fois le gars... que je pense pas qu'il y aurait une crampe au cerveau d'aller vraiment grapple Diego Lima, mais si ça l'a à se retrouver là, c'est pas le gars qui va dire écrire faut pas que j'aille jouer là, t'sais, il va jouer là, genre, fait j'ai l'impression que ça peut être dangereux pour lui. Je le vois perdre par soumission aussi, Luke Jumeau. Pas nécessairement parce qu'il a décidé d'aller grapple avec Diego Lima. Peut-être plus parce qu'il est un peu innocent debout puis il risque de se faire taguer avec quelque chose puis que ça l'aille au sol. Puis que Diego Lima... tu sais, d'après moi, va sur le taguer à l'eau sol, le club and sub, ou va lui faire assez mal pour que Jumeau shoot un esti de takedown boboche direct dans une guillotine. Fait que j'ai soumission au deuxième round pour Diego Lima. Toi, tu penses genre un peu comme Jourdain contre Morgan, genre, il va le taguer puis il va le...
Ouais, de quoi, genre le classique, genre, le classique Gunnar Nelson, là, je te drop avec une right, puis je saute direct, c'est une guillotine ou un rear naked choke, là. Ok, fucking Gunnar Nelson qui m'a coûté mon 5 en 5 en fin de semaine, man. Ouais, ce dernier, j'aurais pu te le dire, ça, qu'elle allait perdre, par exemple, man. Avoir su. Ben, écoute, Luc Jumeau, là, écoute, j'ai checké un peu, j'ai vu, là, qu'il était 2-1 dans l'UFC. Il a perdu contre Jake Matthews, là, qui est sur la carte, on va parler, je pense que c'est le prochain combat. J'ai pas grand chose à dire. Écoute, Diego Lima, on sait, c'est le frère de Douglas. Futur champion, d'après moi, de Bellator, là, il risque de passer au travers à McDonald's, mais ça, c'est une autre affaire. Écoute, moi, la première fois que je l'ai vu, Diego Lima, c'était dans Ultimate Fighter, là, dans le temps que c'était encore relevant, là. Puis, je le trouvais drôle, man, sa face, mon gars, puis en tout cas, peu importe, là, je trouvais que c'était un personnage. Mais, écoute, connaissant moins l'autre un petit peu, là, j'ai pas le choix d'y aller avec Diego Lima. Puis moi, je vais y aller, man, gros finish au premier round, man. Gros finish au premier round KO, man. J'ai l'impression que le Muay Thai, il va sortir fort ce soir-là. Mais comme je te dis, je connais pas bien l'autre, là. Fait que je vais pas te mon pic sur Lima. Yup. Pour ce qui en est des odds, on a Diego Lima favori à moins 145. Luke Jumeau underdog à plus 125. Donc c'est serré, ça a de l'allure. On s'entend qu'on parle des bantamweight du top 70, top 80, ça, là. Fait que c'est pas... c'est ce que c'est. Et en parlant de combats qui sont ce qu'ils sont, on passe au dernier combat de la carte principale. J'ai aucune idée pourquoi ils ont mis ça là, mais c'est là pareil. Et on parle d'un autre combat de poids lourd qui risque d'être encore plus laid que l'autre combat de poids lourd. C'est Justin Tafa qui affronte Yorgan de Castro, man. T'as-tu de quoi? Hey man, je l'ai même pas, man, sur mes feuilles, celle-là. Mais gros, c'est pas... Je te laisse aller, hein. C'est pas grave. Je l'ai même pas vu. C'est pas grave, man. C'est vraiment pas grave. Fight card en avant de moi, man. Donc on a le chum ici, Justin Tafa, qui arrive dans l'UFC avec une fiche de 3-0. Le gars, c'est littéralement Tight Weavasa, là. Il arrive, il y a même une petite tatoulette là qu'ils ont. Pis, le gars, c'est un autre protégé de Marcon, c'est le même crew, c'est la même gang. Va courir après. C'est la raison pourquoi il y a cette fight-là de bord. Oh, exactement. Va courir après Yorgan de Castro puis essayer de le finir le plus rapidement possible ou gas out après la fin du premier round. Yorgan de Castro va être Yorgan de Castro. Là, je sais pas trop quoi dire. C'est un gros cubain qu'on pourrait penser c'est un lutteur, mais il lutte plus défensivement qu'offensivement. Quand même, des bons leg kicks. Quand on l'a vu à Dana White Contender Series, c'est sûr qu'on peut pas dire grand chose de ce combat-là, parce qu'il a littéralement passé 3 minutes contre la cage à défendre des takedowns. Puis là, ils se sont séparés, il a crissé 2-3 leg kicks à son gars, ça lui a fait mal à la jambe, puis il l'a fini. Fait que tu sais, c'est comme... C'est comme... Qu'est-ce que tu veux que je read de ça? À part que le fait que le gars, il est gigantesque. Il a l'air gros, il a l'air quand même athlétique. Il a l'air puissant. Pis, il a l'air un peu plus tranquille que Justin Tafa, qui a exactement l'air du genre de doute qui a 3 combats pro, qui a pas d'affaires dans l'UFC, puis qui va s'épuiser là après genre 45 secondes à courir après son adversaire. Le gars, il est 3-0, il s'en va dans l'UFC. Ouais, ben je pensais qu'il y avait juste des Cyril Gann de ce monde, man, qui faisaient ça. Non, mais écoute, tu checkeras Justin Tafa, là, pis tu me parleras à quel point que t'as pas envie de le voir contre Cyril Gann, parce que c'est même pas le combat, c'est pas la même affaire, là, le gros, là. Ça, c'est genre, hey, on a un spot à combler sur une carte en Australie, pis on a un heavyweight qui est 5-0 du Contender Series, fait qu'il faut y trouver quelqu'un d'expérience similaire, genre, fait que... En tout cas, j'ai Yorgan de Castro TKO deuxième round, parce que j'ai pas confiance en Justin Tafa, qui va pas complètement se gaz out, mais le gars, il est super agressif, là, fait que si Yorgan de Castro, qui est juste 5-0 lui avec, s'il est pas capable de dealer avec la pression au premier, il va absolument se faire finir au premier, là, donc... c'est ça la prédiction ici. Pour ce qui en est des odds, je sais même pas si on les a. Oui, on les a. On a Tafa qui est étrangement favorite à moins 130. Yorgan de Castro à plus 110. Donc il y a peut-être de quoi à faire là, mais il y a peut-être pas de quoi à faire là non plus. Moi, le show. C'est dangereux, ouais. Le show que j'écoute en anglais. Et ils ont toujours le même proverbe, don't bet on heavyweight fights. Puis je pense que c'est vraiment une très belle manière de passer, parce que sacrément, le gros. Ah non, c'est clair, le gros, c'est un coup de poing, là. Ah, c'est un coup de poing, même, qui peuvent tout changer. Fait qu'on va passer rapidement au prochain combat. On parlait brièvement de lui. L'ami Jake Matthews,
est de retour face à Rostem Akman, le très peu poilu Rostem Akman. Donc, c'est quoi le read, là, ici? Ben écoute, moi Jake Matthews, je l'aime bien. Le gars, il vient de l'Australie en plus. Il va se faire cheerer de son bord. Si j'ai checké, là, il est 3-2 en UFC. Bon gars au sol, si je me rappelle bien. Là. Pas très vieux non plus, mais semble là. Je sais pas si lui il doit être sorti de ta liste de prospects parce qu'il y a plus que 5 combats, j'imagine. Là, mais c'est un gars, il me semble, qui était sur la liste des prospects. Écoute, avant sa défaite, je pense qu'il était sur un streak de 3. Il a déjà perdu contre Kevin Lee. Fucking Kevin Lee. Puis écoute, Akman, man, je regardais, là, à part être poilu, man, puis venir de la Suède, là, je pense qu'il a perdu son premier fight. Mais avant ça, il y avait quand même un sale streak, là, de 10 victoires. On s'entend que c'est pas dans l'UFC, là. Fait qu'écoute, moi, je vais y aller avec le petit blondinet, man, Jake Matthews, man. Je vais y aller, celle-là, je vais y aller avec un choke, man. Guillotine choke, j'ai checké, man. Il y a une coupe de guillotine choke. Rear naked, excuse. Je vais y aller avec le rear naked choke, man. 3e round. Au Matthews. Yes! Moi, c'est dans ce combat-là que je vais d'un peu de mon wild pick, je pense, sur la carte. Ah ouais? Écoute, Rostem Akman, comme t'as dit, t'es arrivé avec une bonne streak dans l'UFC. Moi, j'ai réécouté encore son premier combat parce que j'avais quand même un bon souvenir de ce combat-là. Je me disais, Chris, me semble, McMahon, il avait pas été mauvais dans ce combat-là. Puis en effet, il a vraiment pas été mauvais. Puis il affronterait Sergey Kandosko, qui est un gars que les gens connaissent pas vraiment. Moi, je l'ai suivi longtemps, Kandosko, justement, sur ma liste de prospects. C'est un Russe, c'est un gars qui affrontait que du calibre en Russie. Puis il y a eu un tough fight contre Akman. Puis il y a eu un tough fight juste parce que Rostem Akman est gros, est très 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 puissant, pis il s'en calisse. Le gars, il avance, pis il swing, pis il veut te mettre contre la cage, pis il va essayer de travailler des takedowns de là, ou juste séparer, lander ses punches, lander du dommage, pis il y a vraiment, je dirais pas un style de grinder, parce que grinder, ça l'implique, mettons, un pace un peu plus slow. Je dirais un bruiser, là. Quelqu'un qui veut rentrer, y aller fort, y aller en puissance, puis un peu t'overwhelmer avec cette puissance-là. Si Jake Matthews est à moyen d'amener le combat au sol, pogner le top, travailler de là, j'ai vraiment pas de doute qu'il peut battre Rostem Akman. Là, on s'entend que Jake Matthews devrait pouvoir battre Rostem Akman. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Jake, par exemple. Et puis, je me demande comment va dealer avec un gars qui va lui mettre excessivement de pression, qui va vouloir le mettre contre la cage, rendre ça dirty, rendre ça, tu sais, un genre de brawl, là. Un dirty fight, là. Ouais, un dirty fight, ça va dirty box là-dedans, ça va essayer de se rentrer dedans, pis c'est la game à Akman, ça, vraiment. Pis je sais pas si c'est juste le layoff, le fait que ça fait longtemps que j'ai pas vu Matthews, que je me dis, tu sais, me semble tu mets Jake Matthews, mettons, là, contre un Diego Lima, contre un Luke Jumeau, je sais pas si c'est deux Australiens, je sais pas si ça s'entraîne ensemble, peut-être que le Jumeau est néo-zélandais d'ailleurs, là, je sais pas trop, là, mais bref, tout ça pour dire, t'es mecs contre un de ces gars-là, je vois plus, genre Jake Matthews avoir le temps de se remettre dans son combat, puis vraiment reprendre son rythme, puis sortir une très belle performance, puis gagner ça. Je sais pas si Akman va le laisser se mettre dans son fight. Ça me surprendrait pas que Jake Matthews se rende compte après 15 minutes qu'il vient de passer 15 minutes, son dos contre la cage, à se faire dirty box, puis à avoir eu de la misère à se mettre dans son rythme, parce que Akman n'est pas le gars qui veut te laisser te mettre dans ton rythme. Puis même Kandosko qui l'a battu a eu toutes les difficultés du monde de se mettre dans son rythme, parce que dès que il réussissait, parce que Kandosko c'est un grand, long, distance striker, veut jouer ce game-là, mais va pas nécessairement te finir, puis ça allait bien, puis à un moment donné, bang, ça faisait péter une grosse drette, puis il avait pas le choix de reculer, puis là, ça s'en allait vers le style de combat à Akman, puis vu que Kandosko a quand même une bonne technique debout, a quand même des bonnes réponses, réussissait souvent à empêcher qu'Akman cote la cage, réussissait à se péter un pivot, reprendre le centre, puis là, ça revenait un peu plus dans sa game, jusqu'à temps qu'Akman il re-aille avec un burst, puis tu ramène ça dans sa game. Peut-être un petit manque d'activité à son début combat, dans le sens que quand il swarmait en esti, il y avait peut-être 30-45 secondes entre ces swarms-là, des fois. Ok, ouais. Mais je pense que, tu sais, il s'était battu il y a 3 semaines, il arrivait à 6-7 jours de préavis. Puis il a quand même bien fait dans les circonstances. Fait que je pense qu'avec un full camp, je m'inquiéterai pas pour son cardio. Puis je vais y aller avec l'upset, c'est Rostem Akman par décision. That's it, mon gars. Ensuite, 170 livres, Kalen Potter. Oh, je vais avec les odds, man. Je m'en ai oublié, là. Vite. Oh, les odds. Ouais, là, on tombe dans le bout de la carte où que fallu que
J'ai cette apologie, man. Ouais, c'est ça. Fait que le Jake Matthews, heavy favorite pour ce combat-là. Plus, moins 340, man. Et on a Rostem Akman à plus 270. Je peux pas dire que je comprends pas, par exemple, Jake Matthews. C'est pas un name, mais presque. Là. C'est un peu. C'est le plus name que tu vas trouver dans les gars qui sont pas ranked, qui seront probablement pas ranked. Là. C'est un des plus names que tu vas trouver. Rostem Akman, il est nouveau, personne ne sait qui. Je pense pro, il est genre 6-1 là, de quoi de même. C'est pas de quoi se jeter à terre. Fait que je comprends un peu les odds. Par exemple, j'aurais aimé voir le chum Rostem qui est. Excuse, la blonde d'Adam vient de m'écrire puis je comprends pas ce qu'elle a dit. Fait que j'ai en train de. 5, c'est ça. Callan Potter contre Maki Pitolo, les Coconut Bombs sur à 178. Ouais, go. Ça va être bien straight, là. Écoute, Callan Porter, 0-1 dans l'UFC, Maki Pitolo, là, il est sur une streak de 3 wins, pis c'est moi, man, où c'est un gars de Bellator, ça, hein? Il a déjà été dans Bellator, ça me semble que oui, il me semble que moi, j'avais déjà vu son nom à quelque part. On l'a vu au Contender aussi, là, ouais, c'est ça. cet été. Écoute, je m'éterniserai pas là-dessus, là. Moi, j'ai mis Pitolo là-dessus. Juste parce qu'il est sur un streak, l'autre est 0-1. Écoute, mais j'ai entendu, tu sais, j'ai checké une coupe d'affaires de Potter, là, il a l'air popé, le dos, mais écoute, j'ai passé une information là, pour développer là-dessus, fait que je vais y aller avec mon chum Maki Pitolo. Ouais, Callan Potter, 17-8. Journeyman, comme c'est Journeyman, là, vraiment. Journeyman Jim Miller? non, même pas proche, mon gars. Jim Miller, là, tu parles d'un top elite level journeyman. Là, je te parle d'un gars qui est rentré dans l'UFC avec une fiche de 17-7 sur la scène régionale australienne, ok? C'est vraiment, là, je pense, selon moi, le plus bas level que tu vas trouver. Puis c'est pas parce qu'il est mauvais, man. Il a des skills, il est bon. Comme je te dis, c'est un journeyman, il est crafty, il a de l'expérience. Très peu athlétique et super fragile. Mauvais dans l'UFC, surtout à 170 livres dans une division où les gars sont gigantesques, sont forts, sont athlétiques, sont puissants. Maki Pitolo, il s'appelle pas les Coconut Bombs pour rien, va avancer, va lancer des Coconut Bombs, puis va probablement te l'allumer sévère au premier round. Là. Donc moi tout j'ai Maki Pitolo par TKO au premier round. Pour ce qui est des odds, c'est pas mal la même crise d'affaires que Akman contre Matthews. On a Pitolo à moins 340, Callan Potter à plus 270. Encore une fois. Ça nous mène... On va mettre des unités là-dessus, man. Ouais, ben moi, ça peut être comme genre un très safe pick là, pour le podcast. Le pool à Oli. Shout out à Oli d'ailleurs, mais ça nous mène. C'est pour vrai. Ouais, c'est ça qui fait, je l'aime Oli, c'est un petit bon Jack. Il est fun à parler avec, mais tout le temps des petites niaiseries à dire. Il a l'air d'être un bon Jack, man. Puis il aime ça le drama, man. Il a l'air fouineux, mon gars. Puis en tout cas, il est épique, man. Ah, moi pour vrai, le gros, depuis qu'il est là, je laisse, là, genre, je suis absolument à 100%. C'est lui le représentant du drama. Je l'ai dit quand j'ai eu Yann sur mon podcast, j'ai dit gros t'iras au podcast à Oli, man, dire de la merde là, sur Stéphane. D'ailleurs, ça a sorti sa voix des guerriers. Fait que je tiens à dire bon rétablissement à Stéphane, souffrait d'embolie pulmonaire, c'est pas n'importe quoi, man. C'est quand même, tu sais, quelque chose d'assez grave, se retrouver à l'hôpital. Donc Chris, bon rétablissement à Steph, man, pour vrai. Peu importe. Honnêtement, j'ai été le premier à chialer là, puis à partir sur une shade de TKO, blablabla, mais Chris, tu sais, quand tu vois la nouvelle popée, là, j'ai pogné un 2 minutes, puis hostie, je me trouvais épais, là, pour vrai. Ben c'est ça, tu sais, c'est comme... Si Patrie voit ça, man, bon rétablissement, man, puis on souhaite tout que ça aille le mieux, puis pour la vie de TKO, puis pour lui, tout simplement. Fait que let's go, Stéphane, lâche pas, t'es capable. Yes, mais ouais, non, tout ça, parce que, tu sais, moi, j'avais eu l'email, je voulais pas le dire, tu sais, vraiment publiquement avant que ça sorte par, mettons, Ken ou Stéphane lui-même, parce que, fuck, man, des problèmes de santé comme ça, c'est d'ordre personnel, selon moi, c'est pas... Tu sais, mettons,
Fucking Alex Morgan fait de l'embolie pulmonaire. Là, c'est plus une nouvelle, parce que c'est un combattant retiré de la carte. C'est une nouvelle. Mais moi, je voulais pas aller annoncer les problèmes de santé de Stéphane Patry. Mais maintenant que c'est sorti, Chris, mon Steph, man. Bon rétablissement. Moi, Steph, je suis crissement cool avec le caca. Après les événements, on va boire de la bière et on va danseuse ensemble. Fait que... Ben ouais, man. La prochaine fois, je vais être là, man. Ah ouais, gros, n'importe quand. Mais on recommence. Là, je sais pas pourquoi qu'on évite de parler de ce combat-là. Pourtant, c'est clairement le meilleur sur la carte. Chez les 155 livres, Brad Riddle affronte Jamie Mullarkey. Et puis ce que j'ai à dire sur ce combat-là, c'est ben Jamie Mullarkey, pour vrai, c'est battu pour des titres. Il a fait des 5 rounds. Vraiment pas mauvais, c'est un boxeur. Je l'ai vu se faire insta takedown par des doutes, par exemple. Ça, c'est vraiment pas bon signe pour la suite de sa carrière dans l'UFC. Mais pour ce qui en est de ce combat-là, écoute, j'ai Brad Riddle. J'ai Brad Riddle par décision. Puis j'ai Brad Riddle par décision pour seulement une raison, et une raison précise, qui s'appelle City Kickboxing. That's it, that's all, j'ai rien d'autre à dire. Ça, c'est Kickboxing, c'est où que... C'est Hooker, Adesanya, Kai Kara France et compagnie. Bon, ben écoute, man, ça va être assez simple, je vais y aller pareil comme toi. Écoute, Brad Riddle, c'est un nom que j'avais déjà entendu. Puis l'autre, le nom, là, je check le nom, Mullarkey, là, j'ai aucune espèce d'idée c'est qui. Riddle, ben écoute, encore une fois, là, lui, il va se battre dans son coin. Puis écoute... En fait, c'est Mullarkey qui est le hometown fighter là-dedans. C'est vraiment néo-zélandais contre australien. C'est vrai, faut faire attention. C'est kickboxing sur l'autre base, sont en Auckland. Ouais, c'est vrai. Ben écoute, t'as nommé les noms que t'as nommés, là. Écoute, je pense que ce gym-là, honnêtement, là, tu sais, on connaît les classiques, a.k.a. ATT, puis name it. Gros, avec Fortis MMA, man. Fortis MMA, puis City Kickboxing, là, sont en train de voler l'année, là. Dans l'eau, là, ouais, ça commence, je trouve ça cool, man, parce qu'on s'entend... c'est à l'autre bout de la planète, là, pis tu sais, c'est des affaires qu'on entend moins parler, puis là, tranquillement, pas vite, là, ça pop à gauche puis à droite. Fait qu'écoute, moi tout, je vais y aller avec la décision pour Monsieur Riddle. Yes, donc, Brad Riddle... au fight, man. Brad Riddle est favori, moins 165. Jamie Mullarkey, underdog à plus 145. C'est normal que ça soit serré, t'as comme un champion régional qui a déjà fait des 5 rounds. Il arrive contre quelqu'un qui a pas jamais vraiment fait des 5 rounds. On s'entend à Riddle est 6-1 là. C'est vraiment pas une grosse fiche pour rentrer dans l'UFC. Mais je me dis qu'à tous les jours de sa vie, étant un 155 livres, le gars affronte quelqu'un de vraiment meilleur que Jamie Mullarkey dans le gym. C'est-à-dire Dan Hooker, mais même un Kai Kara France, même n'importe qui d'autre qui peut s'entraîner dans ce gym-là. Le calibre est excellent. Eugene Berman est en train d'amener, comme je dis, une des meilleures équipes dans l'UFC, une des équipes les plus complètes. Ces gars, c'est des kickboxers incroyables, savent tout grapple. Riddle, on l'a vu grapple dans ses combats. Moi, des combats que j'ai écouté de lui, il a pas peur de shooter des takedowns, même quand il se battait dans des rings, des fois il allait clincher dans les cordes un peu, faire une coupe d'affaires dans ce sens-là, puis il a l'air très 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 habile debout, donc je pense que l'autre là, justement là, Mullarkey là, dans le fond, il était champ de Australian FC, c'est ça? Ouais. Ok, parfait. Qui est comme pas mal la meilleure ligue, mais tu sais, comme Mullarkey, il y a une défaite contre Volkanovski au premier round là, sur sa fiche, donc ça me porte à croire que c'est peut-être déjà battu à 145 aussi. Donc regarde, je sais pas trop, on verra dans la cage. Ça nous mène à parler de la plus grande favorite sur toute la carte, Megan Anderson, qui affronte Zara Fern dos Santos, la française. Donc, que va-t-il arriver? Ben écoute, honnêtement, l'autre, je dirais pas son nom, là, je vais juste dire Dos Santos, là, ça va être plus simple comme ça. C'est son premier fight dans l'UFC, man. J'ai même essayé d'aller voir des tapes, mon gars. Fuck out. Peut-être, tu sais, j'ai pas tous les liens, les petites cachettes que toi t'as, là. Écoute, Megan Anderson, man, est arrivé, mon gars, hypé ben raide, style, là, ça parlait de Cyborg, nanana, la grosse affaire. Si je me trompe pas, et une victoire, 2 défaites dans l'UFC, pis sa seule victoire, man, c'est sur le coup d'orteil dans l'œil à Zingano, man, en 15 secondes, là. Fait que, écoute, man, je la voyais, man, tatouée pis tout, j'étais comme, mais c'est quoi ce monstre-là? Puis Chris, finalement, elle a perdu contre Spencer, puis elle a perdu contre Holly Holm. Puis tu sais, Holly Holm est très bonne, mais featherweight, c'est pas sa division, là. Ben, je pense pas, là. Je pense que c'est plus bantamweight. Fait que tu sais, ça en dit long un petit peu là, là-dessus. Écoute, je vais quand même y aller avec Megan Anderson, là. Mais honnêtement, ça me surprendrait même pas qu'elle perde. Puis si elle perd, man,
Dundee, comment t'appelles ça? C'est walking paper, c'est 4 Ah, c'est ça, man. Show by, man, pis that's it, that's all, là. Get the fuck out of here. Ouais, fait que Megan Anderson, man, j'y souhaite, pis je sais pas de quelle façon. On va y aller, man. Un beau coup de pied, man, incapable de donner des coups de pied, là. Fait qu'on va y aller KO deuxième round, man, juste pour le fun. Ah, sacrifice, ça va être lettre, ce combat-là, man. Ça va être lettre, là. T'as même pas idée comment ça va être lettre. J'ai checké, moi j'en ai trouvé un combat, man, qui était long en plus, une vingtaine de minutes. Affrontait Suivi Salminaise, qui est pas une mauvaise combattante, c'est une Finlandaise, bantamweight, minuscule par exemple. Une minuscule bantamweight, là, une fille qui devrait se battre à 125, contre une fille qui est clairement trop grosse pour 135 livres, là, qui pourrait peut-être cut down, rendue dans l'UFC, mais elle va être très très grosse pour cette division-là. Et puis, je la checkais, et puis je me disais, sacrément, elle me fait penser à Megan Anderson. Elle est grande. T'es pas sérieux. Elle est grande. Elle aimerait ça garder sa distance puis servir de son jab pis tout. Mais pour une raison ou une autre, elle est incapable de pas se puncher into the clinch. Puis de passer comme 3 minutes dans le clinch à essayer de grinder son adversaire puis à pas trop savoir quoi coller là. Et tout comme Megan Anderson, ne peut pas défendre un takedown pour sauver sa vie. Donc... T'es en train de me dire qu'on va avoir un esti de combat de marde. Oh, gros. Ça risque d'être vraiment... Soit que ça va être super sloppy dumb, là, quelque chose que les deux vont échanger, puis ça va être comique, mais pas... Tu sais, pas un bon combat. On peut appeler... Ce qu'on peut appeler un good bad fight. Là, que t'écoutes ça, tu dis gros, c'est vraiment un asti de combat de marde, mais c'est divertissant, donc je l'écoute. Mais c'est un asti de combat de marde avec deux combattants de marde. Donc, j'ai Megan Anderson parce que tu sais, je l'ai comme vu appliquer ce game-là sur des adversaires qui sont meilleurs que ceux que Zara a battus. Mais... elle mérite pas d'être favorite à moins 500 coques là, dans ce combat-là. Ah, ok, je m'en allais là. C'est quoi les odds? Moins 525 pour Megan Anderson contre plus 400 pour Zara Fernando Santos. Donc ça n'a pas de crise de bon sens. Ça nous mène... non, c'est ça. Ça nous mène à l'autre combat féminin. Un peu... Un autre good bad fight absolument assuré. C'est la très peu intelligente Ji-Yeon Kim qui affronte Nadia Kassem. Et puis mon analyse est super simple là-dedans. C'est vraiment l'analyse basic de Hooker contre Aya Quinta. T'as Ji-Yeon Kim qui ne sait qu'avancer et lancer. Aucune notion de défensive. 0. Pis t'as Nadia Kassem, que son style est justement plus de laisser quelqu'un avancer vers elle, puis d'essayer de la push back avec du power. Elle a pas vraiment de technique, elle est pas vraiment bonne encore, mais elle est athlétique puis elle a du power. Puis ben sincèrement, je pense que c'est assez, parce qu'on va avoir Ji-Yeon Kim qui va juste, genre, lander des coups, probablement lander plus de volume, mais à chaque fois qu'elle va faire de quoi de bon, va se colisser tête première dans une grosse drette ou dans quelque chose d'absolument énorme. Puis je pense que, genre de match-up, tu sais, je veux pas comparer le match-up, ça sera jamais aussi bon, ça sera jamais aussi beau, mais je vois un genre de Holloway versus Poirier. Genre t'as quelqu'un qui avance, dès qu'il y a un peu de succès, se fait back-up par le méga power de l'autre, puis t'as comme pas le choix de donner ça à la personne qui a le power dans le combat. Donc j'y vais par décision Nadia Kassem ici. Ok. Écoute, deux autres personnes, ben Kim, je l'avais déjà entendu parler, je suis allé voir. Ce que j'ai vu, dernière défaite contre Madame Antonina Shevchenko. Écoute, 2-2 dans l'UFC. Là, t'as Kassem 1-1 UFC. Elle revient d'une défaite. Écoute, j'ai passé checker le tape là, pour la décrire, mais de la façon que tu me le décris là, avec ton Poirier Holloway, sans comparer personne pour personne, mais style match-up. Écoute, je vais y aller moi aussi avec la puissance avec Kassem, parce que si tu me dis que Kim elle avance en détraqué, ben à un moment donné, elle va se faire, tu sais, 2-2 dans l'UFC, elle va se faire clip. Écoute, on va y aller à décision. Souvent, les femmes, on se cachera pas des fois, même si Power Striker, à moins que tu t'appelles Andrade ou Nunes ou Cyborg ou cette petite catégorie-là, là, c'est bien rare que t'en vois drop in. Fait que je vais y aller avec Madame Kassem au bout en décision. Quand tu parles de cette petite catégorie-là, veuillons ajouter Weili Zhang, man, à qui on ne pense jamais. Ouais, si cette fille-là peut détruire quelqu'un, c'est 50. Si tu te rappelles, man, quand t'as fait ton sondage des fighters les moins connus, man,
Puis si tu as même pas mis elle, puis elle venait de gagner sa belle, mon gars. Tu vois à quel point, là, c'est écrit, man. Non, ben en fait, c'était. Ça, Je me rappelle plus exactement. Oui, en fait, je m'en rappelle, et si je m'en rappelle. Je m'étais dit, il faut minimum tant de combats UFC pour que je l'inclue dans la liste. Ouais. Puis elle les avait pas. Elle les avait juste c'est pas. vrai, t'as raison, excuse-moi. Parce que Chris, c'était littéralement mon inspiration pour la liste. Mais c'est parce que je me disais, tu sais, mettons. Genre, oui, Wiley Zhang est super inconnu, mais Wiley Zhang a genre 4 combats dans l'UFC, là. Tu comprends? Elle en a peut-être 5 à Star. Fait que c'est comme normal que les gens aient pas encore eu la chance de le voir. Je me dis, quand t'as plus que 5, 6, 7 combats UFC, les gens te connaissent pas encore, c'est là que ça tombe un peu plus sur la faute des gens que sur ta faute à toi, si personne te connaît. Ou la faute du UFC qui te fait pas une bonne promotion de toi, ou blablabla. Peu importe, là, mais... Wiley Zhang, une des personnes les plus underrated dans l'UFC. Mais ça nous mène au premier combat de la soirée qui va être bon. Qui va être un très 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 bon combat, selon moi. Probablement, vite de même, le meilleur sur les prelims si on enlève Matthews contre Ackman, que selon moi ça va deliver là, comme action. Là. Mais c'est Khalid Taha qui affronte Bruno Silva. Là, il a fallu que je recheck mon nom parce que c'est Bruno Silva, des Bruno Santos, man. Est-ce qu'il y en a? Si tu cherches Bruno Silva, là, faut que tu trouves son surnom pour trouver le gars parce que sinon, man, il y a juste trop de Bruno Silva, genre. Mais Silva, c'est comme Tremblay au Québec, là. Exactement. Mais c'est ça. Bruno Silva, minuscule bantamweight. On l'aura vu à Tough Brazil. C'est un gars qui avait gagné son premier combat avant de perdre contre le chum Dileno Lopes. Il s'était collé ça à la tête première dans une guillotine à genre une minute, même pas là. Mais contre Khalid Taha, ça va être excellent parce qu'on a deux strikers. Là, on a deux gars qui vont vouloir se battre debout. Puis oui, on a vu Silva aller chercher une coupe de takedown puis tout, mais je trouve que c'était pas comme assez beau pour que j'aille vraiment à m'inquiéter qu'il va réussir ça contre Khalid Taha. C'est sûr que c'est la façon de battre Khalid Taha, là, entre vous et moi, c'est de l'amener au sol. Le gars, c'est un excellent boxeur. C'est un gars qui peut à la fois te cut cold comme il a fait contre notre très bon ami Saumon de Boston. Et puis, il peut aussi comme build son attaque, puis au cours du combat, augmenter son pace, puis aller chercher un late TKO et tout. Il est capable, c'est un bon striker, il est athlétique, il est jeune, c'est un bon prospect, je l'aime, je l'ai sur ma liste. C'est quelqu'un que je suis, puis je pense qu'il va réussir à aller gagner ce combat-là ici, juste parce que selon moi, c'est le plus willing des deux strikers. Silva est un bon striker, mais c'est plus un gars il va plus se servir de son athlétisme. Là. Il est minuscule, mais on l'a revu à Tough Brazil, le gars, quand il a gagné son combat, il s'est claqué quoi, comme 4 backflips, back-to-back dans la cage. C'est une petite boule d'athlétisme qui ne se bat pas comme John Lineker. Il a peut-être un style un peu plus calculé, puis je pense que c'est dans un combat comme contre Taha que ça t'sais, le fait d'être un wild man, ça l'aiderait probablement ici. Le fait qu'il ne le soit pas va laisser Khalid Taha travailler ses techniques, puis plus que tu le laisses travailler en boxe, plus que t'as des chances de te faire péter à la gueule. Fait que j'ai Khalid Taha. T'es contre le deuxième round. Ouais, moi tout, écoute, Bruno Silva 19-6, Khalid Taha 13-2. Comme tu dis, deux bons strikers. Mais c'est ça, de ce que j'ai vu, là, Bruno Silva, là, c'est ça, il est striker, mais comment dire, on dirait qu'il a pas faim, là, genre, il foncera pas vers toi, il va plus attendre. C'est pas un counter-striker, là, mais tu sais, je veux dire... c'est un kicker at range. Ouais, c'est ça. C'est juste il a pas un gros pace, là. Comme tu dis, écoute, man, c'est une petite boule, là. Mais il doit être dur comme la roche, là. Ça, c'est incroyable. Puis Khalid Taha, ben écoute, je suis allé voir... le nom me disait de quoi, mais je suis allé voir une couple de vidéos. Puis honnêtement, je pense que c'est un bon prospect dans l'UFC, là. Ça serait un gars là, que, d'après moi, éventuellement, peut-être qu'il va être dans le top 10 mondial. On va y aller étape par étape. Là. Mais c'est un gars, je pense, qui peut avancer à 135 livres en plus. Écoute, c'est une division qui était quand même stack, là, on va se le dire. Là, mais je pense que ce petit gars-là, ce monsieur-là, un très bon potentiel. Fait que moi aussi, je vais y aller avec Taha. Puis écoute, on va y aller pour le show, man. On va y aller, premier combat KO, man, au deuxième round. Yes, donc Taha raisonnablement favori, moins 235, plus 195 pour Bruno Silva. T'as dit 19-6 Bruno Silva, ça c'est le champion de M1 Global. Bruno Silva est 11-3-1.
Mais Ok, ben c'est ça, je dois m'avoir fourré si t'as pas c'est logé, ça. mais je savais pas son nickname. Lui, c'est Bulldog, là, je sais pas, je me rappelle plus le nom de l'autre. L'autre, Ah oui. le Bruno Silva à 19-6, il est très bon, lui. Je l'aime beaucoup, il a battu Artem Ok. Frolov, là, le mini Fedor, là. Fait que Ouais. je l'aime bien, lui, ce Bruno Silva-là, mais ça prouve juste, asti, comme je disais, faut que tu check le nickname, parce que gros, il y en a tellement des Bruno Silva, c'est man, l'enfer, man. c'est l'enfer. Donc, hey! Gros merci mon Greg, ça a été plus long que Hey, d'habitude, ben. une cinquantaine de minutes, mais j'aime vraiment ça pour les pay-per-view, avoir Yep. deux opinions, pouvoir voir comment chacun d'entre nous voit le combat aller. C'est vraiment le fun. Je pense qu'on va refaire ça, que ça soit avec toi. Je voulais inviter Carl aussi, man. Je sais que Carl, Ben là, oui, Carl, mon Carl, chum, man, Carl ouais. Deschaines. Ça, c'est fou, man. Carl, genre, Chris, man, comme toi, je t'ai connu à cause d'Adam, ton site, ton podcast, pis tout. Pis Ouais. Chris, man, je pense que je parle à Carl Deschaines, man, à toi, Calice de jour, man. On Ouais, est moi l'enfer, tout. là, deux petits-enfants, là. Pis y a de quoi qui se passe, man. On se fait de sti à gauche pis à droite, les nouvelles qui pop. Fait que, non, man, ça serait cool. Pis honnêtement, bien content, man. Quand tu veux, pis va falloir que j'aille dans ton bout, là. Ben oui. C'est ça, on chillera là. Fait que man, c'est quand tu veux. Puis écoute, bonne chance man pour le nouveau mois là, le podcast. J'ai hâte de voir. Puis C'est dur Chris, cette tu vas- semaine, tu t'as mon trouvé gars. un autre style nom original là. Pour l'affaire de hockey, ça? Non pas le hockey, non mais le pool là, de MMA de Holly là. Ah, ben non, moi je garde Bonne Fête Kevin parce que je veux qu'il comptabilise mes stats tout au long du mois, là. Ok. Ben, hey, ben j'avoue que je pourrais changer. Ah, Ben c'est là, ça vrai. repart C'est un 0 nouveau pic en mois. fin de semaine. Ah, faut que je batte Monseigneur Coca, là. Faut que je pense à quelque Ah man, chose. quand j'ai vu, je vois Bonne Fête Kevin, je suis comme ah, ça c'est fameux. Je suis astiqué malade. Monseigneur Coca, je fais oh Chris, lui vient de battre. Ah, ouais, ça c'est le meilleur nom. Fait qu'en tout cas, un gros merci mon Greg. On refait ça assurément. Yes. Que c'est pas le prochain pay-per-view, c'est l'autre d'après. Merci ben Yes, gros. sir, mon chum. Merci à tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-nous un like, un commentaire, partagez avec vos amis. Dites-nous la merde que vous pensez dans votre tête. Des commentaires, gardez pas ça en dedans. Ça fait pas du bien garder des choses en dedans. Fait que dites-nous-le. Abonnez-vous à fucking MMA Talk, tout pas tous le territoire. Allez visiter le site internet mmatalk.ca. Puis c'est ça. Merci guys. À la prochaine. Peace out, man. Ciao. Ciao.